parler de Serious Games. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de Serious Games? Parce que ce matin, on a abordé les divers angles de la formation et de l'auto-formation. Et pour commencer l'après-midi, ça nous paraissait intéressant d'avancer sur une chose dont beaucoup de gens parlent, mais que somme toute pas beaucoup de gens connaissent tant que ça. Il y a de la controverse autour du Serious Game, on en a entendu un petit peu rapidement ce matin, donc ça a mis un petit défi à nos deux intervenants qui vont intervenir en tandem l'un puis l'autre puis l'un pendant l'heure qui vient, pour nous raconter un peu comment on utilise le jeu et les capacités cognitives et l'approche de la complexité qui se mobilise au travers de ce qu'on appelle jadis les jeux vidéo pour aborder des questions qui sont des questions sérieuses et des apprentissages qui sont des apprentissages complexes. Donc, je vais passer la parole à Cyril Baudouin et à François Calvez pour nous raconter les approches qu'ils ont du côté de JV Création et du côté du CLAM des Pays de la Loire en matière de scientifique. Et donc, ça commence par Cyril. Bonjour, on va commencer par se présenter rapidement, même si j'ai pas mis le nom de François Calvez sur le premier transparent, qui interviendra au milieu de la présentation. Donc moi, je suis le fondateur et gérant d'une petite entreprise qui fabrique des Serious Games. Donc je m'intéresse au sujet depuis à peu près 6 ans, l'entreprise est plus récente, mais je vais essayer de vous faire passer un peu ma vision du Serious Game, en se basant sur la vision la plus objective possible. Et dans le cadre de la présentation, du coup, je présenterai les Serious Games de manière un peu générale, ce qu'on fait chez nous, et François Calvez va présenter donc, le projet du club. Je vais te présenter peut-être. D'accord. On va directement commencer. Donc la feuille de route, c'est déjà un Serious Game, c'est quoi? Parce que c'est un terme qu'on entend un peu partout. Alors on va essayer de se mettre d'accord sur ce que ça veut vraiment dire. À quoi ça peut servir? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors combien ça coûte? C'est une question très importante. Le marché, alors on verra ce qu'on entend par le marché du Serious Game. Je vous présenterai quelques exemples assez rapidement, on va éviter de faire un catalogue, mais que vous ayez un peu un aperçu de ce qui peut être fait. Puis on fera 2 études de cas. Donc la première étude de cas sera présentée par François, donc Secret Cam. Je ne sais pas si je peux le dire en français ou en anglais. Secret Cam, c'est bien. Et deuxième cas, donc les gardiens d'oubli que nous on développe. Alors, la définition que je prends ici, c'est celle d'Alvarez et Giauti, qui me plaît tout à fait. Elle est un peu longue. Globalement, l'idée, c'est bien de retenir qu'un Serious Game, c'est quelque chose qui va ressembler à un jeu vidéo, mais pas seulement pour s'amuser. Donc moi, je vous en ai fait une définition un peu plus courte. Donc c'est une application qui va utiliser soit les technologies, soit le design, ou le savoir-faire, ou les trois. En général, c'est plus qu'un seul des trois. Issu du monde du jeu vidéo. Alors, par jeu vidéo, on entend quelque chose de très large, tout ce qui ressemble à un jeu vidéo. Mais dont le but premier n'est pas le divertissement. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que ça reste divertissant, ça reste ludique, c'est un jeu, mais l'objectif principal n'est pas juste de s'amuser. Alors, je vous ai mis une phrase en rouge, parce que pour moi c'est très important. L'opposition travail-jeu, elle est très culturelle à l'heure actuelle, en particulier en France. Quand on joue, on ne travaille pas, et quand on travaille, on ne joue pas. Alors que pourtant, le jeu est la première manière d'apprendre quand on est un enfant. Alors pourquoi faire du coup? Ça peut servir pour enseigner, pour former, pour soigner même, je vous présenterai un exemple, pour la prévention, pour sensibiliser, pour convaincre, pour communiquer, et évidemment pour faire de la publicité. C'est-à-dire que c'est même le plus florissant qu'on a en Serious Game, c'est vraiment des jeux publicitaires. Ou un mélange de tout ça. On peut avoir plusieurs objectifs parmi tout cela. Alors, on s'intéresse aujourd'hui particulièrement à la formation, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit continue, parce que c'est vraiment la formation tout au long de la vie. Le Serious Game s'inscrit bien dans cette optique-là parce qu'il va regrouper 2 choses intéressantes et récupérer les apports intéressants des simulateurs, qui existent depuis bien plus longtemps que le terme Serious Game. Donc là, je vous ai mis un petit simulateur de voiture de chez Cafaros ou un simulateur médical. Et il va aussi permettre de faire, de tirer les bons atouts du e-learning, puisque à partir du moment où on a fait un Serious Game et qu'il est autonome, on va pouvoir faire la formation à distance avec. Donc on va un peu cumuler les intérêts de ces 2 choses. Alors là c'est en anglais, mais on va faire une petite traduction rapide. Là c'est un peu ce qui montre l'intérêt de l'engagement du joueur, puisqu'il va être à la fois apprenant et joueur, quand il va être en face d'un Serious Game. Les gens retiennent 10% de ce qu'ils disent.
30% de ce qu'ils voient. Donc on a du média, des images, de la vidéo. 50% de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Donc là c'est la vidéo, mais en plus on ajoute la partie sonore. 70% de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils écrivent. Là ça sous-entend qu'il y a une production écrite. C'est très important quand vous faites produire à quelqu'un, que vous faites ne serait-ce que recopier un cours ou échanger à propos d'un cours, ça marche mieux. Et 90% de ce qu'ils font. Donc c'est vraiment le learning by doing, c'est apprendre en faisant. Et ça, c'est ce que va permettre le service game. Ou du moins, il est censé pouvoir permettre. Donc, pour l'information, ben, on a toujours les mêmes apports, hein, c'est l'implication. On est acteur plutôt que spectateur, on ne va pas subir l'information, mais on va être dedans. Et cette implication-là, elle va démultiplier le facteur de compréhension et le facteur de mémorisation. Donc évidemment, il y a aussi le côté média nouveau, qui n'est pas négligé, c'est-à-dire que c'est un peu le fait que le jeu vidéo soit un média très jeune, qui est aussi un aspect de motivation. C'est nouveau, donc on va s'y intéresser. Là, je mets un petit bémol parce que dans 10 ans ou dans 20 ans, peut-être que ce sera plus nouveau, et qu'il y aura plus même intérêt parce que la nouveauté sera perdue. C'est ce qu'on a vu aussi sur l'informatique. Au départ, il y a ce côté un peu nouveau. Maintenant, les jeunes, ils sont en phase d'outil informatique, pour eux c'est naturel. Donc il n'y a pas forcément un engouement comme on pourrait le penser. Alors, combien ça coûte? Alors, jusqu'à très récemment, un serious game, ça coûtait rien, ou ça coûtait tout, c'est-à-dire que c'était un petit peu en fonction du cas par cas. Ça a surtout été produit et fabriqué pour les entreprises. C'est-à-dire que des entreprises qui ont soit qui sont venus chercher des sous-traitants, des studios de jeux vidéo ou des prestataires de formation en leur demandant bah, nous, ça nous intéresse, on a envie d'avoir ça, on a envie d'avoir le serious game. Et là, les prix se sont envolés, enfin, il y a eu de tout et n'importe quoi. Assez récemment, une petite entreprise qui fabrique du serious game, qui s'appelle Incubus Interactive, a jeté un pavé dans la mare en disant bah non, on va arrêter de faire n'importe quel prix. Et ils ont établi une espèce de formule magique qui est pas si mal que ça, même si il faut faire du cas par cas. Vous prenez la technologie, donc c'est soit une technologie très simple, basée web, soit une technologie très avancée avec de la 3D, de la réalité virtuelle, en gros un jeu que vous auriez sur votre console de salon. Une qualité, alors là c'est pareil, soit on a quelque chose d'assez simplifié, soit on va pousser à la qualité. Alors quand on parle de qualité, c'est et la qualité dans le côté jeu, et la qualité dans le côté dans l'objectif principal, votre qualité de communication, votre qualité de formation, votre qualité pédagogique, c'est ça qui va être mesuré ici. On ajoute le nombre d'heures de jeu, et on multiplie tout ça par un facteur qui va être le type de jeu. Alors là, je ne vous ai pas fait le détail complet, mais vous le trouverez sur internet, sur ce lien ou en tapant combien coûte un serious game, vous le trouverez. Donc par exemple, eux ils ont fabriqué quelque chose qui s'appelle Massive Auto-entreprise, et ils ont appliqué leur formule magique et ils obtiennent un prix. Alors c'est un prix de fabrication, c'est pas un prix de vente. C'est pas tout à fait la même chose. Alors ça représente quoi? Là on a des études proposées par le syndicat national de jeux vidéo et par IDAT. C'est un fort taux de croissance. Maintenant, il y a eu un peu un effet de bulle autour du serious game. Ça commence à s'atténuer, les gens vont aussi acheter un peu n'importe quoi. Ils en sont pas forcément contents et il y a un peu une déception qui tourne. Par contre, il y a quand même des choses très intéressantes qui ont été faites et il y a aujourd'hui un marché qui est en train de s'installer et de produire des choses intéressantes. Alors, je vais m'arrêter sur quelques exemples que je trouve emblématiques. Alors, c'est pas forcément des choses très récentes, parfois. Ça, c'est un exemple concret qui a été fabriqué par Almedia et financé par l'Éducation nationale, qui s'intéresse aux Français à langue étrangère dont on a parlé un peu ce matin. C'est un jeu d'exploration, où vous baladez avec un petit personnage, et le scénario, c'est que le vocabulaire a été perdu, on ne connaît plus le nom des choses. Donc, vous allez devoir cliquer sur les objets, retrouver leur nom, et essayer d'amasser les connaissances en vous baladant à travers les époques. Donc il y a une histoire d'anachronisme. Alors ça se vend en autonomie, ou alors ça se vend par un système de licence. Ça vous donne l'ordre des prix du contenu pédagogique final qui peut être acheté. Un autre exemple qu'on ne connaît pas en France, mais qui arrivera peut-être un jour chez nous, qui a été fabriqué aux États-Unis, s'appelle Dimension M. Alors là, l'objectif c'était de prendre un jeu et d'y injecter un peu de pédagogie. Alors, je ne suis pas forcément fan du principe, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va prendre un jeu de tir très violent où tous les gens se tirent dessus, courent dans tous les sens partout, puis quand vous arrivez devant une porte, il faut résoudre l'équation, quoi. Pas de réponse, pas de passage de porte, pas de point. Alors, ils ont fait un marketing très violent dessus, c'est-à-dire qu'ils ont organisé des grandes man parties, vous prenez un hangar, vous le remplissez de machines et puis vous invitez 10 écoles. Et on met tous les enfants à jouer dessus.
tout le monde s'entretue, mais tout le monde est très content. Et les profs sont très contents aussi, et les parents aussi, parce que derrière, ils ont fait entre guillemets, des études scientifiques avec de la preuve, où effectivement, bah, les enfants qui ont passé 1 heure ou 2 heures dans le jeu, ils ont appris vachement plus quand ça cœur d'école. Donc tout le monde est content, entre guillemets. Donc ça, c'est un exemple de choses qui, on va dire, fonctionnent bien. Un peu plus loin de la formation, on a l'aspect sensibilisation. Donc là, j'ai fait le focus sur 4 qui me semblent assez complémentaires et intéressants. Food Force, c'est un petit jeu de stratégie dans lequel vous allez gérer une banque alimentaire dans un pays qui a besoin d'aide. Et ben, vous allez avoir les tenants et les aboutissants, les demandes de subventions qui n'aboutissent pas, etc. Il est assez intéressant. Bon, c'est dur de gagner, hein. On ne vous cache pas la vérité, quand on joue au jeu, ben, ça va pas bien. Wither, le Greenpeace, c'est pareil, vous devez gérer les dérèglements climatiques à l'échelle de la Terre. C'est pareil, ça se passe pas très bien non plus. L'objectif, c'est quand même de faire des jeux engagés pour sensibiliser les gens aux problématiques environnementales ou aux problématiques de la fin dans le monde. Un autre exemple, c'est The Great Flu, où là, c'est un peu une simulation d'un virus qui va se répandre d'une épidémie à l'échelle mondiale. Donc le flu, c'est la grippe. Donc il s'agit principalement de la grippe aviaire, en l'occurrence. Un autre exemple de sensibilisation qui a été fait au Québec, c'est l'expérimentation, où là, vous avez un personnage qui n'est pas un humain, c'est juste un œil. Et vous allez pouvoir lui faire ingurgiter toutes sortes de drogues, chimiques, de la caféine, de la cocaïne, toutes sortes de choses, et vous voyez que ça ne va pas très bien se passer non plus. Donc là, c'est vraiment la sensibilisation sur les dangers de la drogue et tout ce qui va y aller derrière. Donc ça, c'est hyper intéressant comme projet parce que c'est un jeu qui va durer en 5-10 minutes. Vous pouvez le mettre dans les mains des adolescents, et ils vont vraiment se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Donc c'est un très très bon outil. Alors pour finir, des choses beaucoup plus marketing, ça c'est un serious game qui a été présenté, représenté, qui est fait par KTM Advance, qui est, on va dire, le premier vendeur de serious game en France. Donc ils ont une grosse artillerie. Ils ont fait un jeu pour Thales. Donc Thales, c'est une entreprise très respectable française qui fabrique des missiles et des radars. C'est un peu compliqué de faire un jeu publicitaire pour Thales, entre guillemets publicitaire, vous allez voir pourquoi, dans lequel on ne va pas ni fabriquer des radars ni fabriquer des missiles pour tuer les gens. Donc ils ont fait une parade super chouette. Vous êtes sur la Lune, il y a des astéroïdes qui arrivent et vous devez utiliser les missiles et les radars pour éviter que les astéroïdes touchent la Terre. Donc c'est très bien pensé parce que du coup ils ont réussi à intégrer l'ensemble de leur arsenal et leur progrès technologique. Et ils s'en servent pour 2 choses. 1, améliorer leur image de marque, et 2, recruter. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour pouvoir lancer ça dans les mains des futurs ingénieurs qui seront dans les écoles, etc. pour récupérer les gens intéressés par les problématiques technologiques qu'ils fabriquent. Alors celui-là, c'est un peu un ovni que j'ai trouvé par hasard. C'est Get the Glass, c'est les producteurs de lait, américains et anglais, je crois, qui voulaient faire de la promotion sur buvez du lait, c'est bien, les produits laitiers, c'est bien, comme on en a eu en France pas mal à la télévision. Et ils ont fait un espèce de jeu de plateau. Donc vous lancez les dés, vous êtes une famille de brigands, il faut aller voler du lait parce que le lait c'est trop bien. Et donc vous vous retrouvez. Alors c'est un peu surréaliste, hein, c'est une île très bizarre où vous baladez avec votre voiture, vous devez échapper à la police et vous devez voler un verre de lait, en gros. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu le genre de choses pour fabriquer un serious game. Soigner. Alors là, c'est une problématique assez intéressante. Ça s'adresse aux grands brûlés qui sont sous morphine et ça leur fait plus rien. Ils sont tellement habitués à prendre des antidouleurs qu'il y a une vraie problématique de gestion de la douleur dans ces services-là. Et les chercheurs se sont rendus compte qu'en leur projetant des films avec des pingouins, de la banquise, etc., ils sentaient mieux. Donc ils ont poussé les choses un peu plus loin. Ils leur ont mis, vous voyez, des gros casques de réalité virtuelle sur la figure. Ils les ont immergés dans un monde où il y a des bonhommes de neige, il y a des igloos, il y a de la glace, etc. Et finalement, ils ont des résultats très positifs sur la maîtrise de la douleur personnelle. Donc c'est vraiment très intéressant, ça évite du surtraitement médicamenteux. Et il y a d'autres problématiques comme ça, excusez-moi, qui peuvent être en fait en particulier sur les troubles du comportement, sur ce genre de choses. On a dans le serious game des simulations comportementales qui vont être très intéressantes. Celui-là, je l'ai trouvé assez récemment. C'est un jeu qui s'appelle Infinity, qui se base sur la découverte des métiers. Alors là, l'idée, c'est que vous êtes plongé dans une entreprise de technologie d'information, donc de l'informatique principalement, d'Internet, etc. Et vous allez vous intégrer dans l'équipe et découvrir les différents métiers. Donc là, c'est vraiment un jeu pour l'orientation professionnelle qui va permettre de découvrir des choses. Donc on va passer maintenant aux études de cas. Donc, je vais passer la parole à François, qui va vous présenter les cycles de cas.